bonjour et merci de votre fidélité. Eh bien, pour ce premier temps de parole, on va parler de la crise de l'eau, on va parler de la ressource en eau qui reste disponible et des restrictions qui viennent d'être annoncées par le préfet, qui est d'ailleurs sur le plateau. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La population est un petit peu inquiète et c'est normal. Vous avez annoncé hier de nouvelles restrictions. Où en est-on exactement de la ressource en eau aujourd'hui? Combien nous reste-t-il de jours d'eau? D'abord, je voudrais remercier les Mahoraises et les Mahorais des efforts qui ont été faits depuis plusieurs mois. Avec le début des coupures, la consommation en eau a baissé de 25%. C'est vraiment un effort important et on voit que les économies faites ont permis de préserver des usages et de la distribution jusqu'à maintenant. Malheureusement, la réserve en eau et la disponibilité de la retenue de Combani s'épuisent plus vite que les ingénieurs et les techniciens ne l'avaient envisagé. Et la retenue de Combani, qui aujourd'hui est remplie à 24%, c'est un point essentiel de la distribution de l'eau à Mayotte pour en distribuer partout, en particulier dans le sud et dans le nord-est. Donc aujourd'hui, pour préserver cette ressource en eau et surtout pour continuer à distribuer de l'eau sur tous les points du territoire de façon régulière, on prend de nouvelles mesures que nous avons expliquées hier. Ce sont des tours d'eau de 48 heures sur l'ensemble du territoire, avec une exception pour les zones économiques et sur Petite Terre, dans lesquelles on a des coupures nocturnes plus une coupure de 36 heures. Voilà, ces mesures qui sont peu à peu les mêmes sur la distribution de l'eau doivent nous permettre de distribuer de l'eau de façon régulière sur l'île jusqu'au mois de novembre, date à laquelle les effets des premiers travaux d'urgence lancés par les eaux de Mayotte pourront se faire sentir et se substituer à la réserve d'eau de Combani. Ce qui veut dire qu'au mois de novembre, quand les travaux sont effectifs, il y aura une nouvelle production d'eau qui va permettre de tenir jusque la saison des pluies, en complément de ce qui reste dans la retenue collinaire. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de produire suffisamment de ressources pour tenir jusqu'à la saison des pluies. Les travaux lancés par l'EMA sont à la fois des travaux d'interconnexion pour distribuer de l'eau partout, mais surtout de la recherche sur les fuites et du colmatage de fuites, du travail. On a 2 nouveaux forages qui vont produire de l'eau supplémentaire. L'EMA a lancé l'année dernière les travaux sur l'usine de dessalement de Petite Terre. Fin novembre, elle produira 4700 m3, ça veut dire 1000 m3 de plus que ce qu'elle ne fait à l'heure actuelle. Et puis enfin, alors plutôt sur la fin de l'année, l'osmoseur qui avait été annoncé par l'ancien ministre délégué des Outre-mer, Jean-François Carinco, devrait être prêt à fonctionner et fournira lui aussi 1000 m3 supplémentaires qui pourront être injectés dans le réseau. C'est à Msonga Beach. Oui, absolument. On peut être rassuré, on aura un minimum d'eau au robinet jusqu'à la prochaine saison des pluies, monsieur le préfet? C'est vraiment l'objectif que nous avons. On le décline d'abord sur notre capacité à donner de l'eau une fois tous les 3 jours à tout le monde, et puis d'autre part à maintenir la continuité de la vie économique, de la vie scolaire, de la santé. Ce sont 3 points vraiment importants pour lesquels on a défini des abonnés prioritaires. Et je le redis, sauf incident technique, pas de coupure dans les lycées, pas de coupure dans les collèges, pas de coupure à l'hôpital, pas de coupure dans les établissements de sûreté. On a pris des dispositions pour que cette eau qui est disponible et qui est une réalité, aux alentours de 20 à 25 000 m3 à Mayotte, puisse être distribuée de façon régulière. Jusqu'aux prochaines... Jusqu'à la reprise d'une situation plus normale. Notre objectif après, l'EMA a lancé la première tranche de la grosse usine de dessalement qui, elle, est prévue à Ironibé. Une première tranche de 10 000 m3. L'objectif, c'est que cette usine soit terminée pour fin 2024 et qu'on sorte des tours d'eau en fin 2024. Et de la même façon, l'EMA continue le travail sur la 3e retenue collinaire. C'est à plus long terme, mais les études foncières sont réalisées, les négociations foncières sont en cours. Le projet de DUP a été déposé par les femmes que l'EMA avait mandaté pour ça et est prêt à être lancé. Et donc on essaie de poursuivre à la fois des objectifs de court terme pour préserver la ressource en eau, de moyen terme pour aller jusqu'à la saison des pluies et de plus long terme pour en finir avec les tours d'eau. Alors un des points qui a aussi été évoqué hier, c'est la qualité de l'eau du robinet. Beaucoup de gens, et on entend beaucoup de choses, on lit aussi des tas de choses sur les réseaux sociaux. Monsieur le préfet, est-ce que l'eau qui coule au robinet est potable finalement aujourd'hui? Peut-on la boire? Alors l'ARS a formellement démenti ce que nous avons vu dans certains médias et un laboratoire privé annonçant que l'eau n'était pas potable à Mayotte. Après,
Quand on a des coupures d'eau, il faut prendre certaines précautions pour consommer l'eau, et en particulier après une coupure de 12 heures, il y a 6 heures si on veut la consommer dans laquelle il faut la faire bouillir, et c'est 12 heures quand les coupures sont plus longues. Donc sous réserve de respecter ce que demande l'ARS et de prendre des précautions sur l'eau après la coupure, l'eau est potable, et en particulier quand on a dépassé 6 heures de remise en eau. Donc là-dessus, je me veux assez rassurant. Le directeur général de l'ARS, au cours de la conférence de presse que nous avons tenue ensemble hier, et il reviendra sur le sujet lundi prochain, a clairement dit que sous réserve de respect des consignes sanitaires qui sont données par l'ARS, on pouvait et on devait consommer l'eau du robinet sans crainte. Alors, une autre inquiétude de la population, ce sont les salariés des entreprises qui craignent aussi pour leur travail. Comment on assure la continuité de la vie économique dans le contexte qui est le nôtre ? Alors d'abord, depuis plusieurs mois, les services de l'État, les organisations patronales et plus largement les partenaires sociaux travaillent sur ces sujets. Je vais vous donner un exemple qui est anecdotique mais qui ne l'est pas en réalité. On a obtenu une dérogation nationale pour l'utilisation sur les chantiers extérieurs de toilettes sèches. Ça peut sembler bête, mais avoir des toilettes sèches, ça permet de maintenir une activité à l'extérieur sans être affecté par les coupures d'eau. Bon, c'est un exemple. Au-delà de ça, j'ai saisi Bercy et le ministère de l'économie et des finances au début de l'été pour demander qu'on mette en place des mesures de soutien aux entreprises qui sont affectées. Alors, perte de chiffre d'affaires, diminution d'activité, fonds de solidarité. Voilà, Bercy est en train d'explorer un certain nombre de pistes, et le cabinet de la Première ministre a demandé à Bercy de nous faire des propositions pour les jours qui viennent. Et donc j'espère réunir rapidement la commission consultative du travail et l'ensemble des partenaires sociaux pour revenir avec eux à la fois sur les conditions d'exercice et de travail. Il faut que chacun s'adapte à cette situation, bien sûr, mais aussi sur l'aide que l'État pourra apporter dans cette situation. Alors, il y a un autre sujet à la marge, effectivement, ou en complément, ou en plus de la crise de l'eau, c'est la question de la sécurité sur le département. Rentrée scolaire qui a commencé mercredi, qui va s'étendre sur toute la semaine, Wuambushu, phase 1, phase 2. Où en est-on, monsieur le préfet de Wuambushu, de la mobilisation des moyens pour la sécurité? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre un petit peu plus sereinement qu'avant, comme on l'a fait au mois de juin et au mois de juillet? Alors d'abord, la sécurité, ce n'est pas un objectif en plus. Je vous assure que ça reste l'objectif prioritaire de l'État, lutter contre la délinquance de voie publique et les bandes, lutter contre l'immigration clandestine, détruire l'habitat insalubre. Et moi, je partage mon temps entre l'eau, heureusement avec l'aide du préfet délégué à l'eau qu'on a mis à côté de moi, Gilles Cantal, et sur les objectifs de sécurité, et on continue. C'est vrai que les formats changent. Quand les escadrons sont partis au mois de juillet, le ministre a organisé, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une séance de travail en me disant « Monsieur le préfet, il faut qu'on continue, quelles sont vos propositions ?» Et donc on est tombé d'accord sur deux axes qui sont forts. D'abord notre capacité à avoir des renforts sur des périodes qui sont considérées comme difficiles. Et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle avec l'arrivée d'un escadron pour la rentrée scolaire. J'ai été les rencontrer mercredi pour la rentrée à Kahani. C'est pas neutre, hein, Kahani, on sait combien c'est difficile. Bien sûr. Et puis, d'autre part, un renforcement de l'action de long terme judiciaire, évidemment sous l'autorité du procureur, mais s'inscrivant dans ces logiques, tant pour la police que pour la gendarmerie, permettant d'avoir des enquêteurs spécialisés pour lutter contre les filières économiques de travail clandestin, d'immigration clandestine et marchand de sommeil, parce qu'on sait qu'à côté de la lutte contre l'habitat insalubre et les bidonvilles, on est dans la même logique. Voilà, on est rentré dans cette dynamique. Alors, est-ce que ces renforts, parce que je crois qu'il y a 15 enquêteurs spécialisés au niveau de la gendarmerie, quelques-uns en plus au niveau de la police nationale, est-ce qu'on est en train de reconstituer le GIR? Non, ça c'est déjà fait. Le GIR, le ministre l'avait annoncé dans sa dernière visite, dans les mesures préalables à la mise en œuvre de l'opération. Il y a deux annonces pérennes qui avaient été faites par le ministre.
la pérennisation du RAID. Oui. Les hommes tournent, mais le RAID est là, et la reconstitution du GIR. Non, ça vient encore en plus. Le général commandant la gendarmerie à Mayotte disait, c'est comme si j'avais une deuxième section de recherche. C'est une meilleure comparaison. Et donc, du coup, comment ces équipes vont travailler en synergie? Parce qu'on sait très très bien qu'il y a zone police, il y a zone gendarmerie, mais la délinquance n'en a que faire. Oui. Et comment dirais-je, les réseaux opèrent sur des zones plus larges. C'est vrai sur la délinquance de voie publique, mais comme vous avez pu le constater de façon assez régulière, non seulement en matière de lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi contre la violence de voie publique, nous avons des opérations groupées. On a vu au mois d'août un escadron de gendarmerie mobile intervenir aux côtés de la police nationale. Ça s'était déjà passé au mois de juin, etc. Voilà. Et donc on a des actions coordonnées, évidemment sur le plan des enquêtes et des filières. Le procureur choisit à qui il confie les enquêtes et tout ça est coordonné. Vous savez, évidemment, il y a toujours une saine rivalité entre police et gendarmerie, mais en même temps, il y a une vraie coopération. Et moi, je voudrais témoigner de ma confiance aussi bien au directeur territorial de la police nationale qu'au commandant de la gendarmerie de Mayotte. Ce sont des hommes que je côtoie tous les jours, qui travaillent ensemble, s'apprécient et véritablement, je suis très fier du travail qu'ils réalisent. Autre petite question sur le sujet, on l'a vu sur les filières qui ont été démantelées en matière d'immigration clandestine. On démantèle je dirais les tentacules mahoraises, mais les têtes sont aux Comores. Qu'en est-il de la coopération judiciaire avec l'Union des Comores? Ça fait partie des objectifs qu'on doit se fixer dans la mise en œuvre du plan Chikandra 2. Voilà, vous savez, Wambouchou, opération coup de poing. Chikandra, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre nous a demandé aussi de faire des propositions Chikandra 2. Ce que montre l'année qui s'est écoulée, c'est qu'il faut qu'on ait un travail avec les Comores. Donc, travailler sur ces sujets avec les Comores fait partie des objectifs que nous avons, donc y compris sur la mise en œuvre des conventions judiciaires. Pour autant, aujourd'hui, la réalité, c'est des formes d'échange d'informations. C'est surtout pour l'agent de sécurité de l'ambassade de France aux Comores, un travail régulier avec nos services pour comprendre comment les choses évoluent dans ce domaine. Mais effectivement, travailler demain avec les Comores au titre de la sauvegarde de la vie humaine en mer pour lutter contre l'immigration clandestine devra être un axe de notre travail. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a annoncé lors de sa dernière visite. La loi Mayotte va revenir sur le haut des dossiers sur lesquels il va s'intéresser. Ça a été confirmé par Elisabeth Borne lors des annonces du SIOM en juillet. Comment le travail va se passer sur cette loi Mayotte, monsieur le préfet? Alors effectivement, à partir de ce qui avait été fait par les élus locaux dans la préparation du SIOM, la réponse du gouvernement annoncée par le ministre, finalisée par la première ministre dans le SIOM, c'est parmi les 70 fiches, et certaines s'appliquent à Mayotte, un projet de loi Mayotte. On a un certain nombre de bases. On a un certain nombre de bases parce que d'abord, il y a eu un projet de loi Mayotte, certes insuffisant, certes repoussé par les élus locaux, mais tout le monde s'accordait à dire que s'il était insuffisant, il constituait une base minimale de travail qu'il fallait améliorer. Elle existe toujours. Deuxièmement, le travail fait par mon prédécesseur Jean-François Colombet de concertation avec un certain nombre de propositions remontées à l'époque existe toujours. Bien sûr. Il a été actualisé par l'Association des maires de Mayotte et le conseil départemental dans le cadre de la préparation du SIOM. Et dans le cadre de la préparation du SIOM, les groupes de travail mis en place par la Première ministre ont élaboré, dans le cadre donc du SIOM, ont réfléchi aux mesures qu'on pouvait mettre en œuvre, ce qui aboutit à la conclusion d'ailleurs qu'il y en avait suffisamment forte et de nature législative pour faire la loi Mayotte. Donc on dispose de cette base. Après, il faut se souvenir que la loi, elle n'est pas faite à Mayotte, elle est faite par le Parlement, c'est la règle de la République. Bien sûr. Et elle est proposée, puisque là c'est un projet de loi mis en œuvre par le gouvernement. Le gouvernement va proposer un projet de loi. Il faut s'attendre donc dans les semaines et les mois à venir, d'abord à un processus itératif, comme il a été mis en œuvre dans la préparation du SIOM, d'échange entre le gouvernement, le président du conseil départemental, l'association départementale, les parlementaires. On va attendre, on aura de nouveaux sénateurs peut-être, ou les mêmes, rapidement les parlementaires. Et il y aura ce processus d'échange pour aboutir à l'élaboration de la loi. Ce que le premier projet de loi Mayotte nous enseigne, c'est qu'il faut
beaucoup de concertation localement, mais surtout qu'il faut prendre le temps de l'élaboration de la loi. Moi, j'ai en tête le projet 3D de l'ancienne ministre de l'Aménagement du Territoire qui a mis très très longtemps à s'élaborer parce que la ministre a fait des allers-retours permanents entre les territoires et le Parlement, mais qui est aujourd'hui accepté par tout le monde. Je pense qu'il faudra qu'on accepte d'avoir un dialogue extrêmement fort et de prendre le temps de discuter de chacune des mesures. En tout cas, il faut qu'on arrive à créer cette dynamique. Et vous en serez le garant de cette dynamique d'échange? Je serai, vous savez, je suis à la disposition du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre délégué. Oui, effectivement, localement, je serai présent pour permettre aux uns et aux autres de se parler, pour garantir ce qu'on me demandera. Et en tout cas, bien évidemment, le ministre peut compter sur moi et les Mahorais savent que l'État est à leur côté pour les accompagner. Le contrat de convergence et de transformation, c'était 1,6 milliard qui a été signé en 2019. Il est arrivé à échéance. La Première ministre envisage que les préfets travaillent sur son renouvellement, en tout cas sa renégociation locale. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a, d'ailleurs avec l'aide des élus et des acteurs locaux, listé les grands projets qui pouvaient ressortir du contrat de convergence territoriale. Les objectifs communs, ceux qu'on partageait, d'apporter du soutien sur la mobilité, sur le développement du logement, sur un certain nombre de points comme cela et d'équipements publics. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Ça va nous permettre de dégager des objectifs ensemble et qui situeront le niveau du contrat. Mais je n'imagine pas que le montant du contrat soit inférieur à ce qu'il était précédemment. Et c'était 1,6 milliard ? Oui, tout à fait. On a consommé combien dans la première version de ce contrat, sur le 1,6 milliard ? Combien ont été consommés aujourd'hui ? On était aux alentours de 60% d'engagés. Et de dépenser ? Non, mais c'est l'engagement qui compte. Ça veut dire que l'engagement, on a lancé les travaux. Après, ça peut prendre, savoir si on a payé la facture ou pas, s'il y a une réserve. Dans 60%, ça veut dire qu'on les a... Cet argent-là, il va être dépensé pour le territoire. C'est une bonne somme, mais oui, du coup, pas mal. On n'a pas la crainte que sur le prochain contrat, on se limite à 60% d'1,6 milliard. C'est souvent comme ça que fonctionne l'État. Non, vous avez vu que sur la majorité des contrats de plan État-région, ça s'appelle comme ça sur l'ensemble de la République, les taux de consommation varient entre 60 et 70%. En réalité, on sait qu'un certain nombre de projets ont besoin d'être inscrits au contrat pour mûrir, voire seront abandonnés, remplacés par d'autres et repris. Et donc aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est plutôt le volume de ce que nous avons à faire qui va fixer le cadre du contrat à partir du moment où c'est raisonnable et qu'on est capable de mettre de l'argent en face, que l'idée de faire à tout prix des économies. Et en tout cas, si l'État dit qu'il faut faire des économies, ce qui est une réalité, on le sait pour le budget 2024, oui. C'est pas au détriment de l'investissement qui reste un moteur de l'économie, en particulier à Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu ce matin et de nous avoir quand même un peu rassurés, parce qu'on a un peu plus la conviction qu'on va tenir jusqu'à la saison des pluies prochaines. Vous savez, rien n'est facile. Ces mesures-là, on ne pouvait pas les éviter. Mais il faut qu'on se serre les coudes, qu'on prépare pour nos enfants un avenir meilleur sur Mayotte. C'est tout le travail auquel l'État s'emploie à côté des Mahorais, mais d'abord parce que les Mahorais s'en occupent. Et réellement, je tiens à le dire, nous sommes à leur côté pour ces défis face à l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le préfet. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.